Bonjour à tous et bienvenue sur Télésud pour une émission spéciale consacrée à la Centrafrique. Nous sommes ici au palais présidentiel de Bangui en Centrafrique. Ici, nous allons être reçus dans quelques instants par Faustin Archange Touadéra, le président de la République de Centrafrique qui en est à son deuxième mandat. Nous parlerons bien sûr de la sécurité, de son programme de désarmement et de réinsertion. Nous parlerons évidemment du renforcement des forces armées centrafricaines, mais aussi nous parlerons de l'économie du pays, des progrès en santé, dans l'agriculture, dans une interview exclusive qu'il nous consacre spécialement. Bonjour, merci de nous recevoir pour la deuxième fois à Bangui. On était là en juillet 2021, on est très honorés d'avoir cette interview exclusive. Beaucoup d'avancées dans le pays, j'ai remarqué depuis 1 an et demi au niveau de la sécurité, au niveau le palais a repris une belle couleur. En tout cas, mais merci, soyez les bienvenus. Vous êtes toujours les bienvenus en République centrafricaine et merci de venir nous visiter à chaque fois. Mais aussi, nous sommes heureux que vous appréciez les avancées que nous réalisons pour... Alors si on parle justement du côté positif, quelles sont les belles avancées qui ont été opérées depuis un an, au niveau de la santé, de l'économie, de la population quels sont les points positifs aujourd'hui de votre bilan de ce deuxième quinquennat? Ben ça c'est une grande question. Vous me demandez de faire un bilan. Je pense un bilan sur les choses. On voit déjà la sécurité à Bangui est revenue. Hein, il n'y a plus de militaires, un couvre-feu à minuit, mais qui n'est pas celui qu'il était. Aujourd'hui, on est sécurisé à Bangui. Il y a des avancées. C'est comme dans toute grande ville. Il y a encore des défis, mais il y a, comparativement à ce qu'il y avait quelques années par le passé, je crois que au point de vue sécuritaire, le Bangui est devenu un peu plus calme, comme vous l'avez vous-même remarqué, il y a des avancées, mais il y a encore des défis sur lesquels nous continuons à travailler. Et puis aussi, il y a les conditions de vie avec la guerre en Ukraine, il y a beaucoup d'autres aspects de la population sur lesquels nous travaillons. Sur la santé, vous avez mentionné, il y a eu quand même des progrès pour améliorer le plateau technique, construire quelques infrastructures dans le domaine de la santé, beaucoup de stratégies, notamment au niveau de la vaccination, de la prévention. De ce côté, il y a aussi beaucoup de progrès. Vous avez vu aussi au niveau de la logistique, on travaille pour améliorer, disons, les rues de Bangui. Avec le programme du Grand Bangui? Eh bien, oui, donc il y a cela, c'est toujours des grandes avancées, notamment. Et puis, nous travaillons sur d'autres projets qui vont démarrer bientôt, notamment le corridor 13, la seconde voie de l'aéroport, beaucoup de projets. Voilà. Alors, si on commence par la santé, on va parler d'abord, cette interview va être menée avec des thèmes. Si on parle justement de la santé, donc on a noté ces avancées. Sur le taux de mortalité infantile aujourd'hui, qui est assez grave, quels moyens vont être mis en place pour lutter contre ce taux qui est le deuxième plus fort au monde après l'Afghanistan? Vous savez que justement ça nous a interpellés. La mortalité maternelle infantile. Et ça, c'est le point, c'est une des données qui devient aujourd'hui vraiment la cible du gouvernement, la priorité aujourd'hui. Nous voulons travailler sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et en regardant notre stratégie sur cette question, nous touchons l'ensemble vraiment de tous les thèmes du pays. En allant vers l'éducation, en allant aussi vers le désenclavement,
en allant aussi vers le problème de santé, l'amélioration des conditions des travailleurs dans l'arrière-pays. Tout ça, en regardant vraiment cette donnée que nous voulons améliorer, couvre donc l'ensemble de notre politique aujourd'hui. Et il y a nous avons impulsé les 10 domaines d'impulsion présidentielle qui couvrent donc un nombre important des thématiques de santé et puis bien d'autres. Et nous avons aussi développé dans ce domaine-là la prévention, notamment. Nous avons amélioré notre couverture, taux de couverture vaccinale. Et je vous signale que nous sommes, par un certain nombre d'organisations, nous sommes nommés champions en termes de la vaccination. Grâce notamment à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Oui, et bien d'autres encore. Donc je pense que même sur le Covid, nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé et un certain nombre de partenaires pour avoir un niveau, taux de vaccination tel que prévu dans le cadre de l'Union africaine. Nous sommes aussi parmi vraiment des pays où le taux de couverture est assez élevé. Donc vraiment, sur le plan, sur la thématique que vous venez de dire, c'est notre objectif, c'est de réduire vraiment ce taux de mortalité maternelle et infantile. Et là, ça nous permet de couvrir un ensemble de domaines de la vie de nos compatriotes. Alors les 2 premières causes de ce taux de mortalité, c'est 1, le paludisme, 2, la malnutrition. Sur le paludisme, vous avez assez d'aide internationale pour apporter des médicaments pour la prévention et pour la curation de cette maladie. Oui, nous avons un certain nombre de partenaires qui nous appuient en fournissant de matériel, notamment la Chine, un certain nombre de pays qui nous ont soutenus, l'OMS et autres sur le Fonds mondial qui s'occupe des 3 maladies et tout ça. Mais vous savez que le paludisme, il y a aussi la salubrité. Comme vous voyez, nous avons développé maintenant une stratégie de Quaticoudreau pour permettre à nos compatriotes de vraiment prendre soin de leur environnement. Et tout ça contribue pour la réduction justement de la lutte contre le paludisme en République centrafricaine et aussi le travail sur un certain nombre de centres de santé à l'intérieur du pays également, la formation de nos médecins, des cadres et tout ça qui entre. Là, nous avons donc toute une stratégie avec un certain nombre de partenaires parce que nous voulons recruter, parce que si on veut travailler sur ça, il faut qu'il y ait des ressources humaines. Donc nous allons recruter un grand nombre de fonctionnaires, disons, formés, professionnels dans le domaine de la santé, que ce soit des médecins, les sages-femmes, les infirmiers diplômés. On a un programme avec les partenaires pour les recruter, pour atteindre un seuil critique, pour permettre justement de régler tous ces problèmes de santé. Nous avons beaucoup de stratégies dans ce sens-là. Et pour la malnutrition, la réponse, est-ce que c'est de développer l'agriculture ? Ben, vous savez, non seulement, vous savez, nous sommes un pays où il y a quand même une bonne potentialité en termes d'agriculture. Aujourd'hui, votre première production, c'est le manioc ? Oui, il n'y a pas que le manioc. Il y a le manioc, il y a le maïs, il y a d'autres céréales comme il y a l'arachide et tout ça que nous voulons relancer. Et on a un plan pour relancer donc notre agriculture. Il y a le côté où les produits vivriers sont à disposition et il y a aussi le côté nutritionnel, c'est-à-dire apprendre comment se nourrir de ces produits. Mais pour la disponibilité de ces produits sur le marché, nous relançons donc l'agriculture. Nous voulons augmenter les surfaces cultivables. Parce que vous voyez bien, la République centrafricaine dispose d'à peu près 15 millions d'hectares de terres arables, de terres fertiles pour l'agriculture. Mais moins d'1%. Des terres défrichées, des terres déjà prêtes à la culture ? Potentiellement où on peut faire de l'agriculture. Alors est-ce que le problème c'est
finalement les paysans ne sont pas mécanisés et du coup c'est compliqué pour eux d'exploiter ces terres? Bon, le problème aujourd'hui, c'est que 1%, moins d'1% de ces terres arables Cultivables? cultivables, donc ont été cultivées. Donc nous voulons augmenter cette superficie. Alors pour ça, il faut travailler également à aider nos agriculteurs, surtout les petits agriculteurs, à les aider pour qu'ils puissent élargir leur domaine, leur parcelle. Parce que vous savez, il pleut beaucoup ici, et quand il pleut, il y a ce que l'on sème et les mauvaises herbes. Et diminuer donc la pénibilité à nos paysans. Et pour ça, bon, c'est de mécaniser l'agriculture, mais pas, nous n'avons pas les moyens de dire qu'on va faire une grande politique de mécanisation, mais on va aider nos petits agriculteurs disons, en ouvrant des parcelles à l'agriculture. Ça va leur faciliter donc l'ouverture de ces parcelles-là autour de Bangui et à l'extérieur. Donc le gouvernement veut mettre à disposition des engins pour permettre d'aider ces paysans. Et en même temps, nous allons aussi faciliter l'octroi, donc, disons, des intrants, faciliter avec réduire les taxes sur les intrants pour les aider à améliorer leur pratique culturelle. Et nous avons aussi surtout sur un certain nombre de produits, notamment par exemple pour le coton. Oui, c'était ma seconde question. Vous étiez d'accord et vous avez d'ailleurs annoncé que vous donniez de l'engrais gratuit pour les cultivateurs de coton. On va travailler sur la gratuité de ces pesticides et engrais pour permettre justement de développer la culture du coton. Vous êtes à combien d'hectares aujourd'hui Pas exactement, mais nous allons augmenter disons, le tonnage de coton. À 6 millions d'hectares. Pourquoi nous voulons augmenter la production du coton? Parce que la culture de coton permet justement de développer aussi les cultures vivrières dans ces régions-là. Parce qu'au-dessus du coton, eh bien, ils font des vivriers, haricots, arachides, des pois de terre et autres. Et quand on voit qu'il y a une forte production en coton, derrière, il y a une grande production aussi en produits vivriers. Alors donc, dans notre politique, justement, pour lutter contre la faim, nous avons vu ça, et en même temps que nous demandons, disons, nous aidons nos petits agriculteurs à augmenter leur production en coton, mais nous savons que derrière ça, il y aura une grande production en matière vivrière pour lutter contre la faim. Mais il faut les aider. Il faut les aider. J'ai dit tout à l'heure qu'on va les aider à ouvrir leurs parcelles. On va la gratuité au niveau des pesticides et des engrais, et en même temps, on va les organiser en groupement. Parce que tout seul, c'est difficile et c'est difficile de les aider. Donc, on va les structurer en groupement et ça leur permettra d'avoir vraiment beaucoup de possibilités et l'État d'intervenir par des conseils et autres. Donc, voilà autant de mesures que nous allons prendre pour travailler dans le domaine de l'agriculture, augmenter notre production agricole, notamment les cultures de rente, le coton et le café aussi, pour permettre d'obtenir des devises pour nos paysans. Justement, on parlait de devises, vous comptez sur aussi l'agriculture pour augmenter votre budget de l'État, pour augmenter votre PIB local? Non, je parle, c'est-à-dire que le coton peut nous aider, dans ça, le café aussi. Vous savez, en temps, nous étions un grand producteur de café, donc on va relancer toutes ces cultures pour permettre justement d'améliorer donc, les ressources en direction du pays. Vous avez un budget de l'État autour de 250 milliards de dollars annuels? Non, CFA. CFA, oui, de francs CFA, pardon. Aujourd'hui, 48% à peu près aussi de votre budget vient des subventions internationales. Donc on a parlé de l'agriculture. L'exploitation des mines aussi, c'est un gros pari, un gros enjeu économique? Oui, bon, vous savez que nous sommes un pays avec une grande potentialité en termes de mines. Il y a beaucoup de
on dénote à peu près 470 indices miniers. Donc il y a une forte potentialité, mais malheureusement l'exploitation est encore artisanale. C'est-à-dire aujourd'hui on est sur l'or et le diamant principalement? L'or et le diamant et d'autres minerais aussi. Alors donc nous voulons passer à une phase industrielle pour permettre justement d'augmenter ces productions. Donc on va mettre en place, donc là on est en train de discuter pour améliorer le code minier, pour attirer des investisseurs dans ce domaine. Et vous savez qu'aussi il y a beaucoup de fraude. Vous parlez de diamants et d'or, mais la plupart de ces productions, je disais artisanales, eh bien cette production sort en fraude. Donc l'État ne tire absolument rien. Donc nous allons y travailler pour que justement arrêter les filières frauduleuses, illégales, et inciter donc ces petits producteurs justement à déclarer leur production pour permettre justement à l'État d'engranger. Et nous allons aussi travailler sur la fiscalité et aussi aider les producteurs ou les petits exploitants. Et nous améliorons aussi donc justement la procédure d'acquisition des permis, tout ça c'est facilité pour permettre à cet homme de partenaires de venir investir dans ce domaine. Et le plan justement pour nettoyer un petit peu tout ça, c'est que vous allez finalement quadriller le pays par rapport aux mines existantes, ce que vous avez repéré, quelle va être la procédure de ce plan? Nous allons sur plusieurs axes. J'avais dit, on va justement améliorer la fiscalité. Pour que les gens pensent que ce n'est pas la peine d'aller de sortir par la fraude. Nous allons aussi assurer, disons, lutter contre les fraudes, notamment en développant une brigade minière, en améliorant, en déployant des forces, en sensibilisant aussi ces exploitants de rentrer dans la légalité, en facilitant les procédures de déclaration. Aujourd'hui, je vois que le tonnage en or s'est amélioré, donc je crois que ça poursuivra la montée. Donc, ces mesures-là donnent des résultats. Quels sont les critères pour les entreprises internationales pour s'installer ici et avoir une mine? Ces critères donc sont dans le code minier qui devrait être révisé, mais il y a toute une procédure vraiment transparente pour permettre aux partenaires qui veulent investir. Nous pouvons mettre à leur disposition tous les éléments du code minier, et ça passe aussi par une autorisation de la part de l'Assemblée nationale pour que la représentation nationale ait un regard sur ce qui se fait dans ce domaine pour la transparence dans le secteur, parce que c'est très important. Et vous savez qu'il y a le processus de Kimberley qui est là, donc on travaille pour que ne pas... Ils sont respectés. Voilà, sont respectés. Donc il y a toute la transparence dans le secteur, et je pense que les investisseurs qui veulent travailler dans ce domaine sont invités à venir. Oui. Parlons de l'économie locale maintenant. Le coût de la vie est très cher depuis la guerre en Ukraine. Pourquoi? Surtout à cause du prix des importations, notamment du blé? Écoutez, vous savez que nous sommes un pays enclavé. Nous sommes au centre de l'Afrique et nous n'avons pas de littoral. Donc, évidemment, il y a le coût de transport qui s'ajoute au prix d'achat et de ces produits sur le marché. Évidemment, il n'y a pas que la République centrafricaine qui vit cette situation. Vous le savez que dans le monde entier, la guerre en Ukraine, et le Covid et tout ça, donc, a contribué justement à perturber tout le circuit, disons, de transport des denrées. Et pour un pays enclavé comme la République centrafricaine, eh bien, la situation est difficile. Mais le gouvernement a mis en place une stratégie en travaillant avec
les opérateurs économiques dans ce secteur-là pour ne pas qu'ils augmentent les prix de manière désordonnée, que ce soit des prix encadrés pour permettre justement à nos populations d'avoir au moins le minimum. Justement, parlons du carburant. Le carburant a explosé ici en Centrafrique puisqu'on est à peu près à 1450 € CFA pour le litre de pétrole, contrairement à des pays voisins. Qu'est-ce qui explique cette explosion du prix du pétrole? Non, il ne faut pas exagérer de dire une explosion, non. Ici, on est au double que le prix du Cameroun. Ça, c'est... Les gens disent ça, mais il faut regarder le cas particulier de la République centrafricaine. Nous ne sommes pas un produit producteur de pétrole. Nous sommes un pays continental. Nous n'avons pas accès à la mer. Donc les carburants ne peuvent venir que par la mer et venir jusque chez nous. Et donc, s'il faut ajouter, quand ça arrive, il faut les dépoter dans des structures de stockage au niveau de ces pays qui ont des ports. Et de ces structures de stockage transportées pour être encore chez nous, ça fait des prix qui s'ajoutent. Et le cas de la République centrafricaine, nous n'avons pas réajusté le prix depuis plusieurs années. À tel point que l'État subventionnait pratiquement le litre de carburant à la pompe. C'est-à-dire vous subventionnez quoi pour c'est-à-dire 10%, 20%, c'était 860. Alors, en fait, le prix réel, tel que dans la structure des prix, devrait arriver ici à peu près à 1450, par exemple, pour le gasoil, comme on le voit. Parce qu'il faut compter le prix d'achat, le prix d'approche de ces pétroles, la marge bénéficiaire des marketeurs, tous ces petits données ajoutées, ça fait ça. Et l'État n'a pas voulu réajuster compte tenu de notre situation difficile. Mais aujourd'hui, vous savez que nous n'avons plus, depuis 2019, on n'a plus d'aide d'appui budgétaire. Nous fonctionnons sur la base de nos recettes propres. On n'a plus d'appui budgétaire parce que ni le Fonds monétaire, ni la Banque mondiale, l'Union européenne ne nous appuient pas en appui budgétaire. Donc ça fait des difficultés énormes. Le pays est pratiquement pris en otage parce qu'il y a des pressions sur ces organisations, sur le Fonds monétaire, sur la Banque mondiale, de ne pas nous appuyer à cause des certain nombre de considérations géopolitiques où nous ne reconnaissons pas. Et aujourd'hui, depuis pas mal de temps, nous n'avons plus d'appui. Donc nous devions... Vous savez combien ça représente, ce manquement? Et vous savez, je reviens à votre question. Donc, face à cela, puisque si nous n'augmentons pas, nous ne pratiquons pas la vérité des prix aux marketeurs, puisque ce n'est pas l'État qui fait le commerce, c'est les marketeurs. Alors donc, il y a cette marge-là, si nous n'ajoutons pas, c'est l'État qui paye aux marketeurs. Donc si vous achetez le carburant pour 800 et quelques à la pompe, eh bien l'État doit payer la différence. 500 et quelques, presque 600. Mais nous ne pouvons plus. Et il y a des gens, il y a des gros consommateurs qui profitent aussi de ça, au détriment de l'État, au détriment du peuple centrafricain. Donc, nous ne pouvons pas continuer à subventionner. Compte tenu de nos difficultés, vous avez dit la guerre en Ukraine, le Covid et nos problèmes aussi de sécurité intérieure. Donc, face à ces difficultés, ce que nous avons fait, nous avons juste retiré la subvention de l'État, qui d'ailleurs commençait à perturber le dispositif. Parce que compte tenu des difficultés de l'État, nous ne pouvons plus payer les subventions, cette subvention aux marketeurs. Donc, sur 2 ou 3, 4 mois, ça fait des manques à gagner pour ces marketeurs qui ne peuvent plus commander des produits. Et ce faisant, il y a plus de produits sur le marché et ces produits pétroliers deviennent rares et il y a la spéculation. Les prix montent. Même tout récemment, vous avez vu que le litre de gasoil coûtait même 2000 francs.
Et les gens, la contrebande s'est mise en place. Et il y a des gens qui gardaient ces produits pétroliers chez eux dans des mauvaises conditions. Et même trafiquaient ces produits qui devenaient du carburant frelaté. Et c'était pas bien pour les consommateurs. Et puis, il y avait beaucoup d'incendies. On a vu 5 ou 6 cas d'incendie dans la ville. Alors, nous ne pouvons pas rester là comme ça. Donc, on était obligé de dire, bon, la solution, c'est de revenir à la vérité des prix. C'est-à-dire que le gouvernement, tout simplement, arrête de subventionner pour permettre aux marketeurs d'assurer la vérité des prix à la pompe. Et vous voyez, au jour d'aujourd'hui, la situation s'est calmée. Il y a du carburant dans les stations et les marketeurs vont commander de produits. Évidemment, pour nos populations, il y a des répercussions sur les coûts des transports, mais le gouvernement travaille avec les partenaires sociaux pour voir dans quelles conditions améliorer, tenir compte de ces données nouvelles pour réajuster les prix, voir comment on peut travailler sur les secteurs sociaux, sur les fonctionnaires. Et il y a des discussions en ce moment avec les centrales pour voir comment nous pouvons travailler pour permettre d'alléger cette situation aux fonctionnaires. Donc c'est une bonne nouvelle, les Centrafricains peuvent s'attendre dans les mois à venir à une baisse du prix du litre à la pompe? Disons, nous avons, je vous ai dit, nous avons tout simplement appliqué la vérité des prix. On n'a pas augmenté, on a juste réajusté le prix à la pompe, c'est-à-dire retirer la subvention du gouvernement. Pour permettre justement, parce qu'on a des difficultés, nous n'avons pas d'appui budgétaire. On peut comprendre que pour les citoyens, que le prix du pétrole est doublé, c'est compliqué pour eux d'assumer. C'est pas doublé. Non. Vous-même qui avez dit qu'il était à 800 francs CFA encore il y a quelques à 1450 pour le gasoil et puis 1300 pour le super et autres. C'est vrai que c'est très important, mais c'est par rapport à ce que l'État subventionnait. Je dis qu'on est tout simplement revenu à la vérité des prix, c'est tout. Mais c'est vrai que cette situation est assez difficile pour nos concitoyens et nous le concevons. C'est pour cela que j'ai instruit le gouvernement de travailler avec les organisations de la société civile pour voir comment on peut atténuer, voir comment on peut organiser cela pour l'intérêt de tout le monde. Tout le monde a intérêt à collaborer pour que le dispositif fonctionne. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement va augmenter les prix. Nous avons bloqué les prix depuis plus de 4 ans, 5 ans. D'ailleurs, vous avez du pétrole en Centrafrique. On n'a pas découvert 6 blocs pétroliers il y a quelque temps ici? Ah là, un sujet très important. C'est vrai qu'il y a des possibilités de recherche un peu dans le nord, dans le pays. Donc ils sont bien là. Qu'est-ce qui va se passer? Vous attendez les entreprises internationales pour les exploiter? Bon, écoutez, je vous ai parlé de code minier tout à l'heure. Il y a des entreprises, il y a des sociétés qui travaillent sur cette question, mais nous serons très heureux de voir on découvre du pétrole pour régler en partie ces problèmes-là. Mais pour l'instant, c'est ça dans les phases de recherche et autres. Ouais. Pour clôturer notre thème économique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du Sangocoin? Vous aviez lancé le Sangocoin, où on en est aujourd'hui? C'est une bonne initiative qui se poursuit. Quel est votre bilan là-dessus? Vous savez, quand on a lancé cette initiative, on avait au départ, il y avait beaucoup d'éléments d'inquiétude de certains nombres d'organisations internationales sur la question. Mais maintenant, de plus en plus, les gens comprennent pourquoi nous le faisons. Et ils sont disposés à travailler avec nous pour lever un certain nombre d'équivoques sur la question. Mais nous pensons que c'est une bonne initiative parce que nous avons des ressources. C'est un moyen pour nous de fractionner les investissements. De permettre à des investisseurs de venir, même d'investir pour justement l'exploitation, la mise en valeur de ces ressources, tout en étant chez eux. Et aujourd'hui, nous devions
profiter de toutes les nouvelles technologies, notamment blockchain et autres, pour permettre d'attirer des partenaires. Je crois, à travers le projet Sangocoin, c'est une opportunité. Vous vouliez sortir du franc CFA à un moment donné? Non, vous savez, c'est une mauvaise interprétation. Nous n'avons pas l'intention de sortir du franc CFA. C'est ce que les gens disaient ça, mais à travers nos explications, à travers la présentation du projet au niveau de notre banque centrale qui s'inquiétait de ça, je crois qu'on les a rassurés que c'est nullement notre intention. Bien au contraire, mais c'est de profiter d'une opportunité qu'offrent aujourd'hui les crypto-monnaies. Et maintenant, on ne peut plus reculer. Le monde va aller dans cette direction. On ne peut plus reculer sur ça. Maintenant, il s'agit de travailler comment, de voir dans quel sens, pour ne pas bouleverser, mais il n'est nullement question pour nous de sortir de la zone. Est-ce que c'est aussi un moyen de... C'est une opportunité pour permettre de développer notre pays où nous manquons de capitaux étrangers et nous avons des ressources, nous avons parti des ressources minières, nous avons l'agriculture, nous avons la forêt et tout ça. Donc il y a très peu d'investissements dans ce sens-là. C'est un moyen pour nous pour attirer des financements. Des financements nouveaux, fractionner les financements pour permettre justement d'exploiter toutes ces ressources, permettre à notre pays de se développer. La BEAC est-elle très contraignante pour vous? Très contraignante, c'est-à-dire non, nous avons souscrit, vous savez, la discussion au niveau de la BEAC, c'est les décisions des chefs d'État et participe aussi notre pays. Je ne pense pas que nous avons souscrit toutes les conventions dans ce sens-là, donc ce n'est pas une contrainte pour nous, ça encadre notre espace pour permettre justement de nous développer sereinement en nous protégeant et en associant nos énergies. Donc nous sommes partie prenante des échanges, des mesures qui sont prises, donc ce n'est pas une contrainte. Ça fait partie des normes que nous devions respecter. Et c'est ce que nous faisons, d'ailleurs nous respectons ces critères-là de la BEAC. Alors, je crois que l'un de vos chevals de Troie, c'est aussi la lutte contre la corruption. Eh oui. Puisque l'année dernière, il y a eu quelques détournements de fonds de certains ministres ou personnalités d'État. C'est vous qui l'avez même déclaré en mettant en place une cellule de veille. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette cellule de veille, comment elle fonctionne? Vous savez que la corruption, c'est un fléau qui, dans notre société, ça il faut le reconnaître. Qui touche le monde entier d'ailleurs. Qui touche le monde entier. Et ici, nous voulons vraiment lutter contre ce fléau. Et nous avons pris des mesures pour ça. Parce que nous n'avons pas assez de ressources. Et les petits moyens que nous avons, nous devons les mobiliser. Et il ne faut pas que des gens mal intentionnés puissent... Alors donc pour ça, pour lutter, il faut prendre des mesures. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire, des mesures pour contrecarrer ce fléau-là, la corruption. Évidemment, il y a la sensibilisation. C'est difficile c'est un fléau vraiment difficile à cerner, mais il faut que tout le monde, tous nos compatriotes comprennent qu'il va vraiment de l'intérêt de tout le monde de participer à ces différentes mesures que le gouvernement a édictées. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être très efficace contre la corruption? Vous avez mis en place une cellule de veille, comment elle fonctionne? Non, ça ce sont des mesures pour permettre justement de travailler. Mais ce qui est plus efficace, c'est que tout le monde doit savoir que la corruption, ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas bien. Donc, si chaque citoyen est conscient de cela, je pense que le problème est réglé. Mais c'est difficile. Donc, puisque c'est difficile, nous devons prendre des mesures et sanctionner si jamais on découvre un cas de corruption et ainsi de suite. Donc, prendre des mesures, sanctionner pour permettre, et puis aussi sensibiliser, informer les gens. Et aussi, il faut que les gens se protègent contre ces pratiques. Vous savez que c'est pernicieux.
et ça vient d'une certaine manière, parfois on ne s'aperçoit pas. Mais si les gens sont informés, je pense qu'ils prendront des dispositions. Et si ceux qui pratiquent ça et qu'on arrive à les découvrir, il faut les sanctionner. Nous mettons en place des lois et des textes pour sévir dans ce sens-là, pour mobiliser les ressources et à les répartir équitablement entre tous les Centrafricains. Parlons maintenant de la situation sécuritaire en Centrafrique. On en est où actuellement ? Au début de notre entretien, vous l'avez remarqué qu'il y a un léger mieux. Donc il y a des avancées dans le domaine de la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, quand je prenais mes fonctions, vous ne pouvez pas aller à 100 km, 100 km sans qu'il y ait des groupes. Aujourd'hui, il y a de la circulation, des personnes et des biens, il y a des avancées. Mais il y a encore des défis. Parce qu'il y a encore quelques irrédentistes, il y a des groupes armés qui se constituent sans objectif politique ni quoi, mais que de la prédation et qui continuent de sévir à des points parce que, on a parlé des mines, eh bien, il y en a qui veulent exploiter illégalement les mines, qui recrutent même des mercenaires pour les protéger, et tout ça crée l'insécurité. Et il y a aussi la CPC. L'ancien président Bozizé avec les autres qui constituent et pourtant les rebelles. Une partie parce que beaucoup des combattants maintenant ont accepté disons de rentrer dans la République en acceptant de se désarmer. Le processus de désarmement avance bien et je vous signale que 4 groupes armés ont décidé de leur dissolution intégrale. Ça veut dire qu'il y a des progrès. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire, mais sur le plan politique. Nous avons l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, la PPR, qui a été signé d'ailleurs d'ici le 6 février, lundi. C'est l'anniversaire de cet accord qui a apporté beaucoup il a permis de retrouver la paix. Nous avons aussi la feuille de route de Luanda, qui aussi, ce processus qui en fait, c'est le même, qui maintenant travaille, qui permet donc d'avoir la paix, de discuter avec nos compatriotes qui avaient pris les armes, qui aujourd'hui, maintenant, veulent revenir dans la paix, se réconcilier avec leurs frères. Donc il y a tout un dispositif. Mais il y a encore ceux des responsables des groupes armés qui continuent toujours de développer je ne sais pas, une volonté de déstabiliser les institutions démocratiques qui se posent. Mais là, ils trouveront en face parce que aujourd'hui, sur le côté sécuritaire, nous continuons à reconstruire notre outil de défense, l'armée nationale, la police et la gendarmerie qui montent en puissance. Nous continuons à former des jeunes centrafricains pour protéger leur pays. Donc de ce côté-là aussi, il y a des avancées. Il y a des avancées. Vous avez du matériel Oui, on a des difficultés sur le plan, parce que vous savez, avec l'embargo, à un moment donné, on avait beaucoup de difficultés. En 2018, l'embargo a été levé. A été levé, mais nous restons encore sous le régime déclaratif. Il faut déclarer, donc nous allons, à la prochaine fois, faire en sorte que cet embargo soit levé totalement, sans le principe de déclaration, pour nous permettre justement de lutter contre ces forces négatives qui continuent de déranger la vie de nos compatriotes dans l'arrière-pays. C'est la Fédération de Russie aujourd'hui qui vous aide principalement ? La Fédération de Russie nous aide, nous appuie dans le cadre des accords que nous avons avec la Fédération de Russie. C'est un accord qui est très ancien, vous savez que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec la Fédération de Russie sur... C'est un accord qui date de 2018, vous parlez de l'accord de 2018 ?
Mais bien avant, nous étions en coopération avec, à l'époque de l'Union soviétique, on était déjà en accord. Il y a déjà une ambassade ici qui date de très très loin. Donc on a réactivé tout simplement ces relations avec bien d'autres pays également. Donc dans le cas de cette... il n'y a pas seulement le côté sécuritaire, mais nous travaillons aussi sur le côté économique pour voir comment ces pays peuvent nous aider, les pays avec lesquels nous avons des accords. Notamment sur l'exploitation des mines? Mais non, mais dans le domaine des mines, ce secteur a été libéralisé. Donc on ne peut pas travailler avec un pays, non. Je vous ai dit, il y a un code minier. Hein, il y a des règles, il y a des principes. Et ce secteur a été complètement libéralisé. Alors, les sociétés qui... Ils ont la priorité, les Russes? Ce n'est pas une question de priorité. Le pays est grand. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises qui ont eu des permis miniers dans ce pays. Il y a même des sociétés américaines qui ont récemment au moins 5 permis. Il y a les Chinois, il y a et les Français? Les Français également. Vos relations se sont un petit peu dégradées depuis 2018, quand la France n'a pas été à la hauteur pour vous aider? Bon, dégradés de leur point de vue. Nous, on pense, nous sommes en insécurité, il y a eu des problèmes. Nous avons demandé à tous les amis de la République centrafricaine de nous aider, y compris la France. Bon, malheureusement, la France, en ce moment-là, avait retiré les forces sangaristes. Et là, tout récemment, donc, il y a le départ de la mission logistique. Bon, ça, ce sont des décisions souveraines d'un pays, mais nous sommes ouverts à tous les pays qui veulent nous aider. Vous avez été déçu par la France? Évidemment, donc déçu, je vous ai dit que c'est une décision souveraine. On ne peut pas obliger un pays à nous aider, mais nous sommes toujours en discussion avec des pays qui veulent nous appuyer dans le cadre de coopération et de partenariat. Et enfin, politique intérieure, quid du référendum? Vous avez eu le quitus pour faire un référendum, vous allez le faire? Le quitus, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ça y est, vous pouvez donc modifier la loi constitutionnelle grâce à un référendum, c'est ce que vous allez... Mais pourquoi vous parlez du quitus? C'est comme si c'était... Parce que la Cour constitutionnelle n'avait pas donné l'autorisation, elle l'a donné depuis quelques semaines. Non, il y a une... C'est dans la Constitution elle-même. Il y a la procédure pour les référendums. C'est un processus qui, dans toute démocratie, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas aller au référendum. C'est le droit du chef de l'État de pouvoir interroger sa population. C'est prévu dans la Constitution. Pourquoi on dit que c'est le quitus pour la... Non, c'est quelque chose qui existe. Bon, les gens interprètent ça à sa manière. Aujourd'hui, en tant que président de la République, eh bien, si j'ai des difficultés sur une certaine décision, je peux interroger la population. Est-ce que ça, c'est interdit par la Constitution? Non. Les gens qui le pensent, je crois qu'ils se trompent. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté la loi sur la procédure référendaire. C'est-à-dire si aujourd'hui je décide d'interroger la population, voilà, c'est la procédure qu'il faut, suivant la loi. Et c'est ça. Bon, bien entendu, vous avez vu que dans les quelques mois, les jours passés, la population centrafricaine, sur l'ensemble du territoire, voudrait donc s'élever pour demander des réformes constitutionnelles. Par exemple? Ils ont posé la question, donc ils veulent améliorer la Constitution actuelle. Donc la question m'a été posée, bon, je suis dans la réflexion. Le moment venu, donc je leur répondrai parce que ils ont envoyé des mémorandums, ils ont fait des marches et tout ça, mais comme j'étais pris de court, donc je suis dans la réflexion. Et allez-vous briguer un troisième mandat? Mais pourquoi vous parlez du troisième mandat? Je suis en plein milieu, je suis... C'est une question? Non, mais non, regardez, en mars prochain, ce serait 2 ans, hein, sur 5 années. J'aurai le 30 mars. Donc, aujourd'hui, je suis concentré pour apporter des solutions
à la population par rapport au mandat, à la confiance que le peuple m'a accordé. Donc je travaille, je suis à 2 ans, hein, bientôt, le 30 mars. Donc, la question ne se pose pas, c'est ça que vous voulez dire? Non, laissez-moi le temps de... ma préoccupation, c'est maintenant de répondre aux préoccupations. Par exemple, vous avez demandé tout à l'heure pourquoi on a augmenté le prix du carburant, vous avez parlé de problèmes de santé, vous avez problème de l'agriculture. Voilà les vraies questions sur lesquelles les Centrafricains m'attendent. Et je dois leur apporter des solutions. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et vous l'avez remarqué en disant qu'il y a des améliorations. Donc nous continuons à travailler pour vraiment améliorer. Et le moment viendra, on parlera de ça. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. Très honoré de faire cet entretien avec vous. Merci. Merci à vous. Et bienvenue en Centrafrique. Merci.